Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les copains, bienvenue chers amis, bienvenue, bienvenue. Banger, carrément banger. Content de vous retrouver, bienvenue en ce lundi, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de la météo automnale. Hop. Des nouvelles de Poticha. Poticha va bien, Poticha va bien, mais Poticha va déménager. Poticha va changer de famille d'accueil normalement d'ici la fin du mois, mais on est le 17 et ça avance pas, donc à mon avis ce sera en juillet. On lui a trouvé une autre famille d'accueil dans laquelle elle sera mieux, parce qu'ici elle est pas heureuse. Même si elle fait des progrès, hein. Merci Edward. Merci Edward Rétro Découverte, merci à toi. Allez voir sa chaîne YouTube, elle est vachement bien. Edward Rétro Découverte. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, non, 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 le chat va déménager, on a trouvé une autre famille d'accueil. Pourquoi elle est pas heureuse? Parce qu'elle est craintive, elle est terriblement craintive, elle a très très peur de moi, et elle passe l'essentiel de son temps caché sous un meuble. Ça fait 1 an qu'elle est cachée sous un meuble, on en tire les conclusions qui s'imposent, objectivement elle est pas heureuse ici. Elle progresse un peu, hein, là, ces derniers temps, elle se met sur le canapé à côté de moi, là, pendant que je joue aux jeux vidéo ici à ma place. Elle se met sur le canapé. Donc elle vient dans la même pièce que moi, ce qui est un progrès énorme. Mais je peux pas l'approcher. Si je m'approche, elle se casse en courant. Courage pour la période trouble. Merci à toi, Edward. Merci. Faut changer le meuble. Tu as dissous le chat. Je dissous le chat. Est-ce que tu vas essayer d'accueillir un autre chat du coup? Pas tout de suite. Pas tout de suite. On va laisser passer l'été, on va se reposer, on va réfléchir et puis on verra. On verra si j'accueille un autre chat. Mais si j'accueille un autre chat, je ferai gaffe à accueillir un chat qui. Un chat normal, quoi, un chat fonctionnel. Un chat qui fonctionne. Le chat ne contracte pas. Exactement, le chat ne contracte pas du tout. Ah non, il est en rupture. C'est fou quand même, hein. Il y a un chat chez moi depuis 1 an. Je ne l'ai jamais touché, physiquement. Je l'ai jamais touché. Je peux pas l'approcher. C'est impossible. T'as pensé à faire une mise à jour du chat? C'est peut-être ça. C'est peut-être juste les drivers qu'il faut mettre à jour. Tu préfères le chat ou le chat? Je préfère le chat, il ronronne plus. Tu l'as emmené chez le veto? Ouais, je l'ai emmené chez le veto, mais sans la toucher. J'ai mis la cage ouverte d'un côté du meuble, j'ai pris un manche à balai de l'autre côté du meuble pour la pousser, et elle est rentrée dans la cage. Je l'ai pas touchée. On peut toucher le chat, celui-là non. Est-ce qu'il faut dissoudre le chat pour faire une clarification? Je pense, ouais. Je pense. Le veto l'a touché, ouais. Le veto l'a touché, oui, bien sûr. Ouais, le veto, au début, elle m'a dit on va l'anesthésier pour pouvoir faire des manipulations et tout. Et finalement, elle m'a dit en fait, elle est tellement peureuse, elle est tellement craintive qu'elle est pétrifiée, elle est tétanisée. Donc elle bouge pas. Donc il n'y a pas besoin de l'anesthésier. Ils ont pas eu besoin de l'anesthésier tellement elle avait peur. Hum. C'est le fameux droit de veto. Très bon, très bon, très bon, très bon. La blague est validée. La blague est totalement validée. Pauvre choupette. Bah ouais, pauvre choupette. J'espère qu'elle sera mieux dans une autre famille d'accueil. Une autre famille d'accueil avec un autre chat. Peut-être que ça peut l'aider. J'espère. J'espère. Donc on verra. T'as soufflé dans la cartouche du chat. Qu'a-t-elle vécu pour être autant stressée? Bah, à ma connaissance, en fait, de ce que j'ai compris, c'est un chat qui faisait partie d'une bande de chats qui était sur un corps de ferme et qui était en semi-liberté. C'est-à-dire que c'était des chats qui étaient dans la nature toute la journée et le fermier leur filait vaguement des croquettes sous un auvent, sans les approcher, sans les toucher, sans rien. Donc elle n'a jamais été proche des êtres humains. Sauf que le fermier a été admis en EHPAD, que dans la foulée, la ferme a été détruite, parce qu'il y avait un projet immobilier à la place de la ferme,
Et avant que les travaux commencent, avant que les engins de chantier arrivent, il y a une association qui est intervenue sur le site pour récupérer tous les chats. C'était une bande d'une dizaine de chats, je crois, un truc comme ça. Ils les ont récupérés, ils les ont emmenés chez le veto, ils les ont soignés. Ils ont découvert qu'elle avait une infection terrible, il a fallu lui enlever des dents, etc. Bref, le premier contact qu'elle a eu avec des êtres humains, c'était pas très rigolo. On l'a arraché à son espace de vie, on l'a emmené chez le veto, elle a vécu en cage. Ah, les chicots. Tu sais ce que c'est, toi. Donc voilà, et après et en gros elle est arrivée chez moi dans la foulée, quoi. Après avoir passé 6 mois à être brinque-ballée entre une cage, une famille d'accueil, des bénévoles de l'association, enfin bref, le bordel, quoi. Donc forcément, son rapport aux êtres humains est pas ouf. Donc elle a, à ma connaissance, jamais été battue, mais, mais les êtres humains, pas copains. Pas un bon bail. Ça m'avait manqué les streams chats. Ah, les streams, on parle de chats. Ne vous inquiétez pas, on va parler de politique après, mais ouais. Le titre, c'est une campagne incertaine, ça en est où la cagnotte? Alors j'ai le plaisir de vous annoncer, chers amis, que nous allons faire une émission Backseat supplémentaire qui aura lieu le 27 juin, 3 jours avant le premier tour des élections législatives. Il y aura une émission Backseat le jeudi 27 juin. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation, merci pour vos dons. C'est grâce à vous qu'on peut financer cette émission supplémentaire qui n'était pas prévue dans la saison. Et on espère que d'ici au 27 juin, il reste 10 jours, on aura à nouveau, on continuera à gagner de l'argent via la campagne de financement participatif pour financer une deuxième émission qui pourrait être une émission de débrief après le second tour. Merci Aloha pour les 5 subs offerts au chat, merci beaucoup. Pourquoi le faire avant? Les candidats vont pas sortir magiquement un truc nouveau. Non, mais enfin, tu m'accordes qu'il se passe des choses dans cette élection, dans cette campagne des élections législatives, ne serait-ce que depuis hier, depuis 24 heures. Il y a quand même des choses qui se sont passées à gauche, à l'extrême droite, au centre. On a quand même des trucs à dire sur la campagne. Il y a une élection? Non, 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 mais non, ça te concerne pas, toi, c'est pas européen. Non, non, mais oublie. Oublie mes persistants. Est-ce que Backseat rentre en compte dans les temps de parole équitables où ça passe entre les mailles du filet? Non. Les temps de parole, ça n'existe qu'à la télévision et à la radio. Ça n'existe pas dans la presse écrite et sur Internet. Ça claque des fesses de toutes parts. Bah, c'est pour ça que j'ai titré ce stream une campagne incertaine, parce que bien malin, celui qui peut faire des pronostics, ça va être difficile. La victoire de l'extrême droite est possible. Ils sont en dynamique électorale, donc ils ont des chances de remporter cette élection. La victoire de la gauche est moins probable, mais elle est possible aussi. La victoire des macronistes est très improbable. Tous les observateurs tablent sur une déperdition des voix et une démobilisation de l'électorat macroniste. Et dans les résultats, au bout du compte, dans les scénarios qui sont possibles, j'en vois 3. Une victoire du Rassemblement national qui gouverne, qui a une majorité absolue de députés, ou proche d'une majorité absolue de députés. Un gouvernement, une assemblée ingouvernable. Une assemblée ingouvernable. Personne n'a la majorité absolue, et même avec des accords de coalition, c'est impossible de trouver une majorité absolue. Auquel cas, on aura un gouvernement technocratique à la belge, qui ne gouvernera pas, et on refera une dissolution dans un an. Et troisième scénario, que je trouve improbable, mais c'est une espèce d'assemblée ingouvernable, pareil, sauf qu'il y a une espèce de majorité basique qui prend en compte les communistes, les écolos, les socialistes, les macronistes et la droite. Espèce de gouvernement d'union nationale sans
LFI et sans le Rassemblement national. Mais ça me paraît hautement improbable ce scénario-là, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont d'accord sur rien et qui gouverneront pas ensemble. Donc ce serait en réalité un gouvernement technocratique qui ferait pas grand-chose. Et donc c'est pour ça que je pense plus probable le scénario de la majorité ingouvernable. De l'Assemblée ingouvernable. Victoire du Front Populaire, encore plus improbable du coup pour toi. Oui, alors, victoire du Front Populaire, les sondages sur les intentions de vote nationales donnent le Front Populaire à 25%. Ça va être compliqué pour le Front Populaire de réussir à arracher les circonscriptions avec une mobilisation aussi faible. C'est pour ça que le Front Populaire a un enjeu majeur de mobilisation de son électorat. Mais quand je dis un enjeu de mobilisation de son électorat, ça veut dire inciter des gens à aller voter qui ne sont pas allés voter en 2022 à la présidentielle et qui ne sont pas allés voter aux européennes. Des gens vraiment démobilisés. D'où l'intervention de Squeezie. Peut-être, d'où l'intervention de Squeezie, d'où l'intervention de Kylian Mbappé aussi aujourd'hui. On rigole, mais c'est une prise de position. Alors, il a dit qu'il était contre les extrêmes, qu'il fallait se mobiliser contre les extrêmes. Puis, dans une autre phrase, il a mis en avant des valeurs de mixité, de tolérance et de respect. Donc, bon, il y a une partie de la gauche qui peut se dire, ok, les gens ont compris le message. Mais il y a aussi des gens du Rassemblement national qui ont dit, il a raison, il faut voter Rassemblement national car nous sommes contre les extrêmes, l'extrême gauche du Front populaire et l'extrême centre d'Emmanuel Macron. Donc c'est un peu le problème de ces prises de position qui n'en sont pas, c'est que du coup à peu près tout le monde peut se retrouver dedans. Mbappé a aussi dit qu'il était aligné à Thuram. Et oui, et Thuram, lui, a été beaucoup plus clair pour le coup. Thuram, il a dit non à l'extrême droite. Est-on en train d'assister à la mort de LFI? Les militants veulent se barrer. Je vois pas d'où tu tires cette information. Non, on n'est pas en train d'assister à la mort de la France insoumise. La France insoumise va très bien. Elle est signataire d'un accord électoral. Elle va avoir probablement davantage de députés que ce qu'elle a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle ne va pas très bien. Non, la France insoumise ne va pas très bien. Il y a eu une purge qui a été décidée à la tête du parti pour ne pas réinvestir des candidats pourtant sortants qui avaient été élus, mais qui ont eu le malheur de prendre leur distance avec la direction et avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense notamment à Raquel Garrido et Alexis Corbière, mais aussi Daniel Simonet. Peut-être le début de démocratie interne chez LFI. Ah, c'est plutôt le contraire là. Beaucoup de candidats macronistes non reconduits. Peut-on parler de purge aussi? Non, non. Les candidats macronistes qui n'ont pas été reconduits, pour l'essentiel, c'est soit des gens qui ont décidé d'eux-mêmes de démissionner, soit des gens qui... Enfin, de démissionner ou de ne pas représenter leur candidature, de s'arrêter là. Donc c'est pas une purge. Pourquoi purge? On parle d'hommes et de femmes. Le mot purge, il a une histoire. Il a une histoire à gauche. La notion de purge, c'est utilisé pour désigner des décisions qui sont prises par la tête du parti politique pour écarter des éléments dissidents
euh, qui ne sont pas dans la droite ligne du parti et du chef. Ça a notamment été le cas au Parti communiste français pendant très longtemps. Le PCF purgeait les gens qui étaient contre Staline, qui avaient le malheur de ne pas suivre la ligne du Parti communiste et qui trouvaient que quand même l'URSS, c'est pas ouf. Et c'est arrivé à plusieurs fois dans l'histoire qu'il y ait des purges, on appelait ça les purges staliniennes. Alors les purges staliniennes, ça allait encore plus vite que ça, parce que là je parle de la France, pour le Parti communiste français, mais les purges en URSS, c'était des assassinats. De la méthode bien stalinienne, où les gens étaient tués, sans procès. On les revoyait plus, exactement. Les soviets, ils savaient faire. Ah bah, toujours d'actualité en Russie. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu parler de purge au sein du parti de Vladimir Poutine. Des accidents, oui, de simples accidents, malencontreux. Terribles accidents. Terribles accidents. Hmm. On parle beaucoup de la décision du Conseil d'État au sujet de la classification extrême droite pour le RN et gauche pour LFI, mais en quoi cette valeur, mais en quoi quelle valeur a cette décision et les conséquences de ne pas suivre cette décision? C'est là où je suis en désaccord avec mon ami Clément Viktorovitch, qui lui utilise cet argument du Conseil d'État pour dire, regardez, le Conseil d'État a validé les étiquettes politiques pour les étiquetages des résultats des élections en utilisant le mot gauche pour la France Insoumise et extrême droite pour le Rassemblement National. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'être aligné sur le Conseil d'État. Euh, c'est pas le Conseil d'État qui décide des mots qu'on utilise pour désigner les choses. Je suis contre cette logique-là, je veux pas... je n'ai pas d'allégeance avec le Conseil d'État. Il se trouve que je suis d'accord avec le Conseil d'État sur la manière qu'ils ont détecté les choses, mais je ne leur reconnais pas d'autorité là-dessus. C'est purement une décision préfectorale. C'est une décision qui contraint le ministère de l'Intérieur dans son étiquetage politique des résultats des élections. C'est pas un truc qui oblige la population, les Français, les journalistes, les analystes, les politistes à désigner les choses. Moi, je désigne le RN d'extrême droite pour des raisons historiques, politiques, idéologiques. Et je désigne gauche quand je parle de la France insoumise pour des raisons historiques, politiques, idéologiques. Et je parle d'extrême gauche pour parler du NPA, de lutte ouvrière, du POI et des anarchistes, etc. pour des raisons historiques, politiques et idéologiques. C'est pas le Conseil d'État qui a autorité sur moi pour me forcer à utiliser un mot plutôt qu'un autre. LFI est un parti d'extrême gauche. Bah, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. L'extrême gauche en France, elle existe, elle a une histoire, elle a des organisations, elle a une idéologie. La France insoumise ne s'inscrit pas dans cette histoire, dans cette idéologie et dans ces institutions. La France insoumise est un parti de gauche radicale si tu veux, de gauche populiste si tu veux, ils ont même revendiqué le terme pendant quelques années, de gauche démagogique si tu les aimes pas, tu as le droit de le dire aussi, mais LFI n'est pas un parti d'extrême gauche. Je suis désolé, l'extrême gauche en France, c'est le communisme révolutionnaire, d'obédience trotskiste, notamment. Donc tu ranges là-dedans les maoïstes, les lambertistes, le POI, les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, etc. Tous ces gens-là, c'est toute une nébuleuse, hein, l'extrême gauche en France. L'extrême gauche, elle a des candidats aux élections, notamment le NPA et Lutte ouvrière. Et l'extrême gauche française, je vous invite à remarquer une chose, elle n'a jamais été aussi faible. Vraiment, hein. Ça fait des décennies qu'on n'a pas connu une extrême gauche aussi faible électoralement. Le NPA et Lutte ouvrière font des scores ridicules. En 2002, l'extrême gauche française faisait 10% des voix. 10% des Français, des électeurs, votaient extrême gauche. Aujourd'hui, c'est ridicule. Ils sont tout petits, ils sont très divisés. Le NPA a encore éclaté l'année dernière. Donc vraiment, il n'y a pas de... Il y a une arnaque du langage qui consiste à parler de LFI en disant c'est ça l'extrême gauche aujourd'hui. Non, c'est pas ça l'extrême gauche aujourd'hui.
J'en parlais avec Danielle Obono. Quand on l'avait invitée sur Backseat, Danielle Obono, c'est une députée insoumise. Elle vient de l'extrême gauche, elle. Sa formation idéologique, son parcours de militante a été à l'extrême gauche. Et elle a fini par aller à la France Insoumise. Et elle me racontait en rigolant que quand elle débarque à la France Insoumise, elle se retrouve dans des meetings de Jean-Luc Mélenchon, où Jean-Luc Mélenchon incite ses supporters à brandir des drapeaux bleu, blanc, rouge. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a tout un délire autour de la nation française, autour de l'histoire de France, autour de la Révolution française. Il se revendique de la Révolution, chose que les trotskistes ne font pas du tout. Ils la critiquent, la Révolution française. Ils disent que c'est une révolution bourgeoise, etc. Jean-Luc Mélenchon, il prend corps avec la Révolution française, il réhabilite Robespierre, etc. Et on secoue le drapeau bleu-blanc-rouge, liberté, égalité, fraternité. Danielle Obono, elle me dit, putain, la première fois quand tu viens de l'extrême gauche, t'arrives là-dedans, je te jure que ça fait bizarre. Et c'est vrai, c'est vrai, elle a raison. Quand ta formation elle est à l'extrême gauche, tu débarques à la France Insoumise, tu dis, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce fétichisme républicain? Je suis tombé chez les dingues. JLM, il bosse le lore. Ouais, carrément. Si LFI c'est la gauche, alors la gauche social-démocrate, on la place où? On la place à gauche. On la place à gauche. La gauche, en France, historiquement, depuis plus de 200 ans, elle est divisée, elle est plurielle. Il y a plusieurs courants au sein de la gauche française. C'est comme ça. Il n'y en a pas un qui est plus, il y en a pas un qui est plus légitime à s'appeler gauche que l'autre. La gauche, elle va de la social-démocratie au communisme. C'est un spectre, la gauche. C'est grand, il y a du monde. Jospin l'avait dit, la gauche est plurielle. Lionel Jospin était un Premier ministre à la tête d'une coalition de gauche qui s'appelait la gauche plurielle. Effectivement, à l'époque, elle était plurielle, la gauche. Il y avait les communistes, il y avait les socialistes, il y avait les radicaux de gauche, il y avait les écologistes. Et ils s'entendaient pas. Après, j'appellerais pas agiter un drapeau tricolore du fétichisme républicain, c'est juste aimer la France et être patriote. Je te parle du point de vue de quelqu'un qui vient de l'extrême gauche. Quelqu'un qui vient de l'extrême gauche, le drapeau tricolore, c'est pas un emblème. Hein. Oui, c'est du fétichisme républicain. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui fait que la gauche est extrême historiquement? L'extrême gauche se place tout à gauche de l'échiquier politique, et ce sont des gens qui prônent la révolution des travailleurs et des travailleuses, pour supprimer l'État et lui substituer une société sans classe. Basiquement, c'est ça l'extrême gauche. Ce sont des gens qui critiquent l'URSS et critiquent le stalinisme en reprochant aux soviétiques de ne pas avoir fait la révolution prolétarienne qu'ils appelaient de leur vœu et d'avoir substitué au totalitarisme du tsar le totalitarisme de la bureaucratie. C'est des gens qui sont en rupture de banc, ce sont des communistes qui n'aiment pas le communisme soviétique, et donc qui critiquent les partis communistes traditionnels, notamment le PCF en France, parce que le PCF, il est d'obédience soviétique. Enfin, il était à l'époque, il soutenait Joseph Staline, il soutenait, etc. L'extrême gauche, elle, critiquait ça en disant « Nous, on n'est pas au Parti communiste français, on est contre ces gens-là, ce ne sont pas des vrais communistes. Selon nous, les vrais communistes, ils sont pour la révolution intégrale et pour le fait de parfaire la révolution. C'est pas la dictature du prolétariat, c'est une société sans classe. » Après, dans l'extrême gauche, alors là aussi, on va aller vite, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre de familles politiques dans l'extrême gauche, il y a des gens très différents, il y a aussi les anarchistes. Les anarchistes, eux aussi, aujourd'hui, ils sont très très peu nombreux. Mais les anarchistes, pendant longtemps,
il promouvait la révolution par le fait. Comme on disait, on appelait ça la propagande par le fait. Ça veut dire en gros qu'ils faisaient des attentats. Les anarchistes, ils prenaient les armes et ils tuaient des gens. Ils tuaient des patrons d'entreprise dans la rue, ils posaient des bombes, ils ont balancé une bombe à l'Assemblée nationale en France. Voilà, ils voulaient déclencher, ils voulaient être l'étincelle de la révolution et déclencher la révolution en commençant par un acte fort, etc. Ça n'a jamais réussi et les anarchistes ont arrêté cette stratégie parce que ça leur donnait une très très mauvaise presse. Pourquoi le NPA s'est divisé? Notamment autour de la question de l'alliance avec la France Insoumise. Voilà. Il y a une partie du NPA qui n'est pas d'accord avec le move de Olivier Besancenot et Philippe Poutou, qui consiste à soutenir le nouveau Front Populaire. C'est des gens du NPA, quand ils voient que dans le Front Populaire, il y a François Hollande, ils éclatent de rire. Ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Il est hors de question qu'on soutienne cette alliance avec les bourgeois du Parti Socialiste, etc. Donc, dans une logique d'extrême gauche assez ferme sur son refus des alliances. C'est justement, en fait, je vous parlais tout à l'heure du fait que l'extrême gauche critique le Parti communiste en leur reprochant de ne pas être des vrais communistes, etc. Ils reprochent notamment au Parti communiste français d'avoir fait alliance avec les socialistes. Olivier Besancenot, moi je l'ai connu à la télévision au début des années 2000, il passait son temps à critiquer l'alliance du Parti communiste français avec Lionel Jospin. Bon, bah 20 ans plus tard, il soutient François Hollande. Indirectement, il le soutient pas personnellement. Mais il soutient un nouveau Front Populaire qui présente des candidats, dont François Hollande. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi Éric Ciotti n'a pas été exclu des Républicains d'après la justice? Oui, la justice a rendu sa décision. Elle a été saisie en référé par Éric Ciotti, qui contestait la décision du bureau politique du parti de l'exclure. Il semblerait que le bureau politique n'ait pas respecté les procédures prévues dans les statuts du parti et outrepassé ses pouvoirs en décidant d'une exclusion du président qui, semble-t-il, n'était pas prévue dans les statuts. Donc la justice, elle a lu les statuts, elle a dit bah non, il a raison avec Ciotti, on ne peut pas exclure le président par une simple décision d'un bureau politique qui n'a pas été convoqué par le président. Voilà. Est-ce que le deuxième vote du bureau change quelque chose? Peut-être. Peut-être parce que je crois que le deuxième vote du bureau, ils ont décidé de réunir le bureau sur convocation du Conseil national. Enfin, je ne connais pas les statuts des Républicains, je vous avoue, je ne les ai pas lus. Je suppose que les membres du bureau politique se doutaient bien de cette décision de justice, parce qu'ils ne sont pas débiles, ils connaissent les statuts, et ils se sont dit, vite, faut qu'on fasse un deuxième bureau politique un peu plus bordé en termes de procédure, pour être sûr qu'on peut vraiment le virer. Là aussi, ce sera peut-être à la justice de se prononcer. Les candidats députés proches de Ciotti sont sous bannière Les Républicains. Oui, je crois. Oui, je crois. Il n'existe pas des lois au-dessus des statuts des partis pour éviter ce genre de situation ahurissante. Non, il n'y a pas de loi au-dessus des statuts. C'est la liberté associative. Vous avez le droit de constituer une association, un parti politique, un syndicat. Vous avez le droit de créer des organisations en déposant des statuts. Et ces statuts prévoient des règles en interne. Et vous pouvez demander à un juge, si vous avez un différend interne, vous pouvez demander à un juge de venir juger de la bonne interprétation des statuts. Il n'y a pas de loi qui impose aux partis politiques un mode de fonctionnement. Et heureusement.
François Hollande n'est pas membre du Conseil constitutionnel, ça pose pas de problème d'être député et au Conseil constitutionnel en même temps. François Hollande est membre du Conseil constitutionnel de droit puisqu'il est ancien président de la République, mais il n'y siège pas, donc il peut tout à fait devenir député. Valéry Giscard d'Estaing avait été député après avoir été président de la République. C'était déjà arrivé. Voilà. Tu crois que la purge de LFI a fait perdre combien de voix chez les hésitants? Pas beaucoup, je pense. En fait, je pense que l'image de la France insoumise est écornée chez les gens chez qui elle était déjà écornée. Et pour les militants les plus mélanchonistes, ça change rien. Donc je pense qu'en réalité, la purge chez LFI, elle aura pas d'effet électoral massif. Hum. Après, c'est la dissidence qui est embêtante. Alors oui, plusieurs de ces candidats évincés du parti ont décidé de maintenir leur candidature dans leur circonscription. On verra ce que ça donne. J'ai vu des analyses intéressantes qui disent que les circonscriptions de Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonet sont des circonscriptions très à gauche. Donc, les candidatures dissidentes sont pas si gênantes que ça. Ils vont peut-être se retrouver au second tour, ils vont peut-être pas se retrouver au second tour, mais ils feront pas perdre des voix non plus, donc ça devrait aller. Est-ce qu'on peut avoir des duels gauche-gauche? Ah oui, oui, on peut avoir des duels gauche-gauche au second tour, ou dans certaines circonscriptions, bien sûr. Dans les circonscriptions les plus à gauche, ça peut complètement arriver, de la même manière qu'il y aura des circonscriptions dans lesquelles il y aura un duel droite-droite, hein. Droite-extrême droite, voire même extrême droite, c'est possible. C'est trop tard pour s'inscrire. Pour s'inscrire sur les listes électorales, oui, c'est trop tard. Si t'étais pas inscrit pour les européennes, tu pourras pas voter. Quelle est leur stratégie en gardant leur candidature? Bah, c'est d'essayer de donner tort à la direction du parti en comptant sur le vote des électeurs. C'est quoi le plan de Macron pour les 2 ans à venir si le RN et ses alliés est à 200 sièges? J'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout, je ne sais pas quels sont les plans d'Emmanuel Macron, ce qu'il a derrière le crâne. Je ne sais pas s'il se rend compte de la gravité de la décision qu'il a prise. Je pense pas. T'as pas envoyé de SMS? Non, il a oublié. Que penses-tu de la déclaration de soutien de Sandrine Rousseau à Jérôme Gage? Ça fait désordre. Non, c'est pareil, Jérôme Gage, il est dans une circonscription très favorable à sa personne. De toute façon, il est élu depuis longtemps, Jérôme Gage. Il faut s'y attendre, hein. De toutes les façons, il y aura des dissidences, il y aura des soutiens qui vont être apportés à des candidats dissidents, c'est normal. Quelle est la stratégie du PS derrière la nomination d'Aurélien Rousseau? C'est le PS ou c'est Place Publique qui a nommé Aurélien Rousseau candidat? Je sais plus. C'est Place Publique? Ouais, c'est Place Publique. Place Publique, ils ont eu quelques circonscriptions, donc ils ont décidé de présenter Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, c'est l'ancien ministre de la Santé. Il a été directeur de cabinet de Bertrand Delanoë, il vient de la gauche, Aurélien Rousseau. Et semble-t-il, il est en rupture avec
macronisme. Est-ce que tu penses que le Front Populaire pourra remporter l'élection? Je pense que ça va être difficile pour le Front Populaire. C'est possible, parce que tout est possible, mais ça va être difficile. Il y avait vraiment un accord sur les circos, finalement on dirait que non. Ah bah si, 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 si. Si, il y a eu un accord sur les circonscriptions où chaque parti politique avait un quota de circonscriptions. D'ailleurs, c'était précisé sur une carte quelle circonscription est à quel parti politique. Et donc chaque parti politique est responsable sur ces circonscriptions de présenter des candidats. C'est comme ça que François Hollande se retrouve candidat sur une circonscription socialiste, parce que la fédération socialiste du département a décidé de mettre François Hollande. A priori, la direction du parti n'était pas d'accord. Olivier Faure, il est en rupture avec le hollandisme. Il est pas chaud pour François Hollande. Il n'avait même pas été prévenu. Donc c'est la fédération départementale qui a décidé. Hollande s'est imposé. Ouais, Hollande s'est imposé. Hollande s'est imposé. Comme Hollande, il a été maire de Tulle, il a été président du conseil départemental de Corrèze. Évidemment que les socialistes corréziens soutiennent François Hollande, ça c'est pas surprenant. De la même manière, la France Insoumise a décidé de donner des circonscriptions au NPA. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Philippe Poutou qui est candidat. Un peu complotiste sur le retour de Hollande quand même. De quoi ce que j'ai dit? C'est pas complotiste. C'est pas complotiste, je dis que Hollande s'est imposé. Il a voulu être candidat, il s'est présenté en Corrèze, là où il était sûr que la fédération lui dise OK. Bon. Au demeurant, c'est ce qu'on appelle la démocratie interne dans un parti politique. Il y a des fédés, il y a un conseil national, il y a un bureau politique, il y a des instances qui attribuent des investitures. Il y a des magouilles et des bourrages d'urnes. Ça existe, ça. Bien sûr. Les démocraties internes des partis politiques ne sont pas parfaites. Loin de là. Très très loin de là. Euh, Mais c'est pour ça que ce nouveau Front populaire, il est extrêmement intéressant, il est spectaculaire d'ailleurs, en quelques jours, un accord électoral qui est trouvé, un rééquilibrage, etc. Ok, mais moi je me demande sincèrement combien de temps ça peut tenir aussi, cette affaire-là. On va de Philippe Poutou à François Hollande. Faut se rendre compte quand même des conceptions de la gauche très différentes qui existent au sein de cet alliage. Alors, je vous redis que entre 97 et 2002, ça a fonctionné, ça. Donc c'est que ça peut marcher pendant 5 ans. Mais ça peut aussi être très court. L'urgence du moment l'impose. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ça ne répond pas à la question de combien de temps ça peut durer. Combien de temps ça peut tenir une alliance pareille? Euh, Moi, ça me fait vraiment penser à la gauche plurielle. Ça me fait vraiment penser à la gauche plurielle.
possible que si ça loupe d'une alliance PS, Renaissance, les Républicains. C'est ce que je disais, que comme un scénario qui est présenté par plusieurs personnes que j'ai entendues ces derniers jours, un espèce de gouvernement de coalition pour un gouvernement, enfin pour un gouvernement technocratique qui prend pas vraiment de décision, qui est complètement paralysé. C'est quoi la gauche plurielle? La gauche plurielle, c'est le nom d'une coalition de gauche qui a gouverné la France entre 1997 et 2002. Le Premier ministre s'appelait Lionel Jospin et il était à la tête d'un gouvernement appuyé sur une majorité avec des socialistes, des communistes, des écologistes et des radicaux. Et ils ont fait les 35 heures, ils ont fait des privatisations. Il y avait même un certain Jean-Luc Mélenchon qui était ministre de la formation professionnelle, qui soutenait les privatisations à l'époque. Hmm. T'es sûr, il soutenait? Ah bah oui. Ouais, ouais. Il était membre du gouvernement. Il était membre du gouvernement. Dominique Strauss-Kahn était membre du gouvernement aussi, je crois. Le Front Populaire, c'est au deuxième tour que ça va être dur. Oui, tu as raison. C'est au deuxième tour que le Front Populaire va devoir se mesurer très probablement au Rassemblement National dans beaucoup de circonscriptions. Quelles sont les chances que le Front Populaire... Déjà, si les candidats Renaissance arrivent en troisième position, est-ce qu'ils se retirent au profit du Front Populaire? À mon avis, ils le feront en fonction des circonscriptions. Si c'est un LFI, ils se retireront pas. Si c'est un PS, ils se retireront. Et est-ce que les électeurs seront suffisamment mobilisés pour battre le Rassemblement national au second tour? Renaissance va voter RN. Non, non, non. Euh, Si LFI est en première position, le RN en deuxième position et la République en marche en troisième position, est-ce qu'on préfère pas qu'ils se retirent pas? Ah, c'est une bonne question. Mais non, il va pas y avoir de rapport de voix des Renaissances vers le RN. Contre LFI, je pense pas. Je pense qu'ils resteront chez eux et qu'ils s'abstiendront. Pourquoi les membres du RN préfèrent divulguer des fausses informations que des vrais arguments? Ça, j'en sais rien, faut que tu leur demandes. Report de voix NFP vers Renaissance? Bah, ça, c'est la deuxième question qui est intéressante. Si Renaissance arrive en deuxième position et que le nouveau Front Populaire arrive en troisième position, est-ce que le Front Populaire doit retirer sa candidature pour soutenir Renaissance? Ou est-ce qu'il faut préférer un candidat, ou est-ce qu'il faut préférer une victoire du RN? Vous préférez le RN ou Renaissance? C'est ça la question. Tu penses qu'il y aura beaucoup de triangulaires? Honnêtement, je sais pas. Au début, je disais oui, parce qu'on a une grosse tripolarisation du paysage politique. Maintenant, je suis plus dubitatif parce que le taux de participation va quand même jouer pour beaucoup. La dernière fois, en 2022, il n'y avait pas eu beaucoup de triangulaires. Pas énormément. Parce qu'il y avait très peu de mobilisation, très peu de participation.
Tu penses que Cassé peut toujours faire les playoffs? Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr, ils vont gagner. C'est quoi une triangulaire? Une triangulaire, c'est une situation au second tour des élections législatives dans une circonscription où il y a trois candidats qui se maintiennent au second tour. Parce que les règles pour se maintenir au second tour aux législatives ne sont pas les mêmes qu'à la présidentielle. Il faut avoir récolté au moins 12,5% des inscrits au premier tour pour pouvoir se maintenir au second. On n'est pas obligé de se maintenir, on peut décider de retirer sa candidature. Les quadrangulaires, ça existe aussi. Les quadrangulaires, ça existe aussi. C'est rare, mais ça existe. Et il peut y avoir aussi des pentagulaires. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est possible. Mais alors, pour que ce soit possible, il faut deux conditions rarissimes. Il faut une quasi-unanimité de participation, genre 100% de taux de participation, ce qui n'existe jamais. Et en plus, il faut que tout le monde vote avec une répartition extrêmement bien équilibrée des candidats. Ce qui a encore moins de chances d'arriver. C'est des votants ou des inscrits? C'est des inscrits. C'est 12,5% des inscrits. Je savais pas que ça existait. C'est une possibilité statistique. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Que 5 candidats se maintiennent au second tour d'une élection législative, j'ai pas d'exemple en tête. Des quadrangulaires, j'en ai déjà vu. Et si personne n'a 12,5% des inscrits, alors on fait un second tour avec les deux personnes arrivées en tête, les deux candidats arrivés en tête. Jérôme Cahuzac se présente. Oui, j'ai vu que Jérôme Cahuzac se présentait. L'ancien ministre des Finances, qui veut faire son retour en politique. J'ai vu qu'il se présentait dans sa circo, ouais. Le voleur de chiens. Cahuzac le magouilleur. Oui, oui, lui-même. Cahuzac le magouilleur. Qui avait des comptes en Suisse. Il est candidat. Je sais plus où il se présente. Je sais plus ce que c'est sa circo. Euh, Il est candidat en Suisse du coup. Manuel Valls ne se présente pas à ma connaissance. Manuel Valls n'est pas candidat aux élections législatives et j'ai vu que Manuel Valls, il était très en colère contre le ralliement de François Hollande au Front Populaire. Il est pas content du tout. Parce que ça lui nique un peu son argument. L'argument de Manuel Valls, c'est de dire regardez, le PS est à la remorque de la France insoumise, de l'extrême gauche. Et là, t'as Hollande qui fait salut, je suis candidat Front Populaire. Bah, du coup, ça nique l'argument des macronistes qui veulent accuser le Front Populaire d'être d'extrême gauche. C'est pour ça que moi, je trouve que la candidature de François Hollande, en fait, ça fait beaucoup de bien au Front Populaire. Pour cette raison précise. Ça défonce l'argumentaire d'une gauche irresponsable, complètement tarée, d'extrême gauche et tout machin. Pas du tout. Hmm. Est-ce que tu penses qu'Hollande veut faire un sort à Mélenchon? Ouais. Ouais, je pense. Je pense qu'au fond de lui, François Hollande, il rêve d'un retour au Parti socialiste des années 2010, hégémonique à gauche.
Donc là, il est bien content que Raphaël Glucksmann ait fait une percée aux européennes. Et il espère que cette percée sera continue dans les élections législatives. Le PS et LR n'existent plus depuis LREM. Alors ça c'est faux, factuellement. C'est faux, le PS et les Républicains sont des partis qui sont extrêmement solides dans les élections territoriales, dans les élections locales. Ils ont des mairies, beaucoup. Ils ont des conseils départementaux, des conseils régionaux. Ils ont des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui n'est pas le cas des autres. Je vous rappelle que LFI n'existe pas au Sénat, parce que LFI n'existe pratiquement pas territorialement. Donc le PS et les Républicains sont quand même deux partis qui sont assez solides. Faut arrêter de dire que LR n'est pas un parti influent. LR n'est pas un parti influent à l'Assemblée nationale. Ça, je suis désolé, je le maintiens. Ils ont un faible nombre de députés. Ils ont refusé de faire alliance avec les macronistes. Ils refusent, semble-t-il, de faire alliance avec le Rassemblement national. Ils n'ont pas d'espace politique, ils ont peu d'influence. Je suis désolé, c'est concret. Le PS, de son côté, s'inscrit dans un réseau d'alliances qui lui sourit plutôt. La NUPES en 2022, le Front Populaire en 2024, on verra ce que ça donne. Ils ont fait une très très mauvaise campagne présidentielle avec Anne Hidalgo, mais ils ont fait une assez bonne campagne européenne avec Raphaël Glucksmann. Donc le PS se maintient. Faible à l'Assemblée, mais il se maintient. Attention, tu fais bouger la caméra. Mais oui, je sais, c'est parce qu'elle est accrochée à mon bureau, je suis désolé, pardon. Il faut arrêter de bouger. Chut. Le PS au niveau européen, c'est assez influent. Non. Le groupe social-démocrate au Parlement européen, il n'est pas phénoménal. Après, les sociodémocrates, ils ont le pouvoir en Allemagne, avec Scholz. Dans une coalition, ils sont pas tout seuls, parce que c'est ainsi va la politique allemande. Mais quand même. Scholz s'est ramassé aux européennes. Ouais, Scholz s'est ramassé aux européennes. Oui, bien sûr, il y a eu un gros vote sanction des électeurs allemands. Et il y a eu une progression de l'AfD d'ailleurs. Même si le RN passe avec une majorité à l'Assemblée, est-ce que leurs propositions de loi ont des chances de passer au Sénat? Non, mais c'est pas grave, parce que tu n'as pas besoin d'avoir l'accord du Sénat pour mettre en place des législations. Le Sénat ne peut pas être une force de blocage. Donc si le RN a le pouvoir à l'Assemblée nationale, il mènera sa politique. Regarde par exemple au moment où Jospin était Premier ministre, la majorité du Sénat était à droite, comme d'habitude, mais Jospin a quand même réussi à faire les 35 heures. Le Sénat n'a pas pu l'empêcher de le faire. C'est quoi cette histoire d'investiture d'Aurélien Rousseau par le PS? Alors c'est pas le PS semble-t-il, c'est Place Publique qui a eu quelques circonscriptions dans l'accord et qui a décidé de présenter Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé. À quoi sert le Sénat alors concrètement? C'est pas parce que vous ne pouvez pas bloquer une législation que vous n'avez pas d'utilité dans un ensemble institutionnel. Le Sénat a une utilité puisqu'il peut faire passer des amendements qui sont retenus ensuite par l'Assemblée nationale. À peu près 75% des amendements qui sont adoptés par le Sénat sont conservés par l'Assemblée nationale. C'est bien que ça sert à quelque chose, sinon l'Assemblée nationale ne les garderait pas.
Pas de risque de blocage donc avec le Sénat en cas de majorité nouveau Front Populaire à l'Assemblée. Non, non plus. Front Populaire, Rassemblement National, Renaissance, aucun de ces trois groupes politiques n'a la majorité au Sénat. Et ils pourront tous les trois gouverner le pays si d'aventure ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Que penses-tu de toutes les candidatures dissidentes à gauche, que ce soit LFI ou le PS? Est-ce que c'est un moyen pour les uns et les autres de prendre le leadership à gauche sans l'assumer? Non, je pense pas. Je pense que c'était attendu en réalité, que ça devait arriver. C'était déjà le cas en 2022, hein, il y avait des candidatures dissidentes. Je pense que ça va rester marginal. Et je pense que la plupart du temps, c'est dans des circonscriptions qui sont pas dangereuses pour le Front Populaire. Donc c'est pas ça qui va être un déterminant du vote. Pourquoi un changement à l'Assemblée nationale pourrait engendrer un changement de gouvernement? Parce que c'est la logique institutionnelle de la Ve République. C'est l'Assemblée nationale qui dirige le gouvernement. C'est la couleur majoritaire à l'Assemblée nationale qui donne la couleur du gouvernement. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, le gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, il risque en permanence de se faire retoquer ses propositions de loi, ses projets de loi, pardon. Il est sous la coupe de motions de censure, il a besoin d'un vote de défiance, même si c'est pas tout à fait obligatoire. Il répond aux questions au gouvernement le mardi et le mercredi, donc tu vois, c'est la logique institutionnelle, c'est ça l'aspect parlementaire de la Ve République. Il est rationalisé ce parlementarisme, mais il existe quand même. Donc, c'est bien les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet prochain qui vont déterminer la couleur du prochain gouvernement. Si les dissidents gagnent, ils seront comptés dans quel stat, de quel camp? C'est une bonne question. En fait, la question des stats, on s'en fout un peu. La question, c'est les groupes parlementaires. Si Jérôme Gage est élu dans sa circonscription, est-ce qu'il siégera au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. Si Raquel Garrido, Alexis Corbière et Daniel Simonet gagnent dans leur circonscription, est-ce qu'ils siégeront au sein de la France Insoumise? Parce que le groupe insoumis, c'est pas la même chose que le parti LFI. Donc on verra, je ne sais pas. Emmanuel Macron peut-il nommer n'importe qui comme Premier ministre, même s'il perd? Non, Emmanuel Macron est contraint de nommer un Premier ministre qui rassemble une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Donc, si un parti politique ou une coalition de partis politiques remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, ce sera ce parti politique ou ce groupe de cette alliance politique qui présentera un Premier ministre et que le président de la République sera obligé de nommer cette personne. Sinon quoi? Sinon, un Premier ministre minoritaire sera sous la coupe d'une motion de censure qui sera adoptée immédiatement par les députés. C'est pour ça que l'obligation, elle est politique. Elle n'est pas légale, elle est politique. On n'a pas le choix de nommer le Premier ministre issu du camp majoritaire. Chirac n'a pas eu le choix de nommer Lionel Jospin. Mitterrand n'a pas eu le choix de nommer Jacques Chirac. S'il n'y a pas de majorité et pas d'alliance, ça se passe comment? Alors, c'est effectivement un des risques de cette élection, de ces élections législatives, c'est qu'on se retrouve sans majorité absolue claire, avec une assemblée fracturée entre un bloc de gauche, un bloc d'extrême droite et un bloc macroniste au milieu. Auquel cas, on sera dans un blocage institutionnel, il ne sera pas possible de mener de grandes réformes, et on aura un gouvernement, ce qu'on appelle un gouvernement technique.
C'est-à-dire un gouvernement de technocrates qui n'auront pas les coups des franges pour diriger et pour engager des réformes importantes. Et donc, on risque l'immobilisme pendant plusieurs années, sauf si le président de la République, pour sortir de cette situation, décide de dissoudre à nouveau dans un an ou de présenter sa démission. Mais c'est pas sûr que ça résolve tout le problème. On peut parler de gouvernement d'affaires courantes. Oui, oui, on peut parler de ça, oui. Il y a toujours le 49.3. Mais non, non, parce que je te rappelle que le 49.3, c'est un outil qui déclenche le dépôt d'une motion de censure. Si une motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe. Donc le 49.3, c'est pas une baguette magique, hein. Ça permet pas d'adopter des textes en claquant des doigts comme ça, le 49.3, c'est beaucoup plus compliqué. Il provoque un vote, certes pas un vote sur la loi, mais un vote pour ou contre le gouvernement. Motion de censure. Un gouvernement à la belge. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que la démission du président de la République reset le timer de dissolution? C'est une bonne question, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. T'as quand même une continuité avec un nouveau président de la République. Donc, je pense pas. Le budget, ça se vote à l'automne. Ouais, ouais, ouais. Bah, à ce moment-là, on aura un budget technique. Donc, il n'y aura pas ni d'augmentation du SMIC, ni de baisse de la TVA proposée par Bardella. On aura un budget de reconduction, bête et méchant, sans politique économique, quoi. Si le président démissionne, combien de temps avant les nouvelles élections? C'est assez rapide, hein. De mémoire, la démission du président de la République, l'élection présidentielle a lieu dans le mois qui suit. Genre vraiment, ça va vite, hein. Peut-être un peu moins vite que là, les 20 jours des législatives, mais quand même. C'est quel pourcentage pour un groupe pour être majoritaire à l'Assemblée? La majorité absolue, c'est 50% plus une voix. Donc pour être majoritaire, il faut avoir 50% plus 1. Si tu regardes l'Assemblée nationale, il y a 577 sièges, pardon. Si tu coupes en deux, ça fait 289. Si tu as 289 députés qui te soutiennent, félicitations, tu gouvernes le pays. Comment se fait-il que des élus aux européennes peuvent se présenter aux législatives? Ah mais tu peux te présenter à toutes les élections que tu veux, c'est une fois que tu es hypothétiquement élu que tu dois faire un choix entre les deux mandats. Donc s'il y a des élus aux européennes qui se présentent aux législatives, ils peuvent faire campagne, ils ont le droit. Si par contre d'aventure ils étaient élus députés national, ils seraient obligés de choisir entre leur siège de député et leur siège de député européen. Ce qui est interdit, c'est le cumul des mandats. C'est pas le cumul des campagnes. Vous avez le droit de faire campagne. Que devient leur siège européen? Si vous démissionnez du Parlement européen, on prend le suivant dans la liste dont vous avez été élu, qui à son tour devient député européen. On fait tout monter d'un cran. C'est interdit le cumul des mandats. Le cumul des mandats est interdit, mais il faut discuter de quel cumul des mandats est interdit. Il est interdit d'être député national et député européen. Il est interdit d'être député et sénateur. Ça, c'est interdit. Il est interdit d'être député ou sénateur et président d'un exécutif local. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être maire ou adjoint au maire et député. Par contre, vous pouvez être simple conseiller municipal. Conseiller municipal, c'est pas une fonction exécutive. C'est une réunion par mois.
Vous avez le droit d'être conseiller municipal tout en étant député ou sénateur, ça c'est possible. Ça n'existait pas, député-maire avant? Si, bien sûr. L'interdiction du cumul des mandats date d'une loi de 2014. Auparavant, moi j'ai grandi dans un paysage politique dans lequel il y avait des députés maires. Il y avait des sénateurs maires, il y avait des présidents de conseil départemental députés. Il y avait même des champions du cumul des mandats, hein. Il y avait des ténors socialistes, je me souviens, qui siégeaient au conseil départemental, au conseil municipal, au conseil régional. Ils étaient présidents d'intercommunalité, présidents de département, plus députés. Enfin, donc c'est une bonne chose la loi d'après toi? Ah oui, moi je me suis même battu à l'époque, j'ai milité pour l'adoption d'une loi interdisant le cumul des mandats. Si l'opposition gouverne, peut-elle utiliser le 49.3? Si l'opposition gouverne, elle ne s'appelle plus opposition. Elle devient la majorité. Est-ce qu'elle peut utiliser le 49.3? Oui. Et je vous le dis tout de suite, elle le fera. Peu importe la majorité d'ailleurs, peu importe la majorité. Comment le poste de président de l'Assemblée est défini? C'est une élection. C'est vraiment tout bête, hein. C'est une élection. Comment tu vois la suite des événements? Est-ce que tu es optimiste ou non? J'en sais rien. J'observe, je regarde, j'écoute. Je... je crois raisonnablement que le Rassemblement national va gagner des sièges à l'Assemblée. Je ne suis pas certain qu'il réussisse à avoir 289 sièges. Je pense raisonnablement que le Front populaire va gagner des sièges. Je pense pas qu'ils en auront 289. Je pense que les macronistes vont perdre beaucoup de sièges, mais qu'ils vont en garder pas mal. Qui seront un peu les faiseurs de roi, au bout du bout. Et je pense que le plus probable, c'est un blocage institutionnel. Ça y est, j'aurais annoncé sa candidature ou j'ai raté l'annonce. Non, t'as raté, t'as raté. Que peut faire un président de la République contre une majorité qui lui est hostile? Pas grand-chose. On va pas se mentir, le président de la République peut pas faire grand-chose. Il peut demander une deuxième délibération sur un vote. Ça fait perdre un peu de temps, mais enfin, ça n'empêche pas l'Assemblée de définir ce qu'elle veut. Il peut saisir le Conseil constitutionnel. Mais bon, c'est la saisine d'un autre pouvoir, hein, c'est pas un truc absolu. Il peut casser les couilles sur l'international, sur les affaires étrangères, parce qu'il a un rôle de représentation, donc... il peut nommer des membres du Conseil constitutionnel, vous avez raison. Il reste chef des armées, ouais. Enfin bon, c'est pas dingue, hein, chef des armées. Enfin, je veux dire, à soi tout seul, ça va pas très loin. Inaugurer les chrysanthèmes, ouais, c'est ça. Les préfets? Non, les préfets sont sous l'ordre du gouvernement. Les préfets dépendent du ministère de l'Intérieur, dépendent pas du président de la République. Il peut faire des référendums? Non, il peut pas faire de référendum puisque tu dois avoir l'assentiment de l'Assemblée nationale et du Sénat qui votent un projet de loi référendaire. Avec Lyot, LR, PS, Renaissance, voire ELV, on peut faire une majorité de fait avec personne qui n'aurait d'intérêt à renverser le gouvernement. Oui, c'est ce qu'on appelle un gouvernement technique.
C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle un gouvernement technique, c'est-à-dire c'est une coalition de ministres technocratiques qui ne mènent pas de grandes réformes, qui se contentent d'expédier les affaires courantes. C'est un gouvernement à la belge. Est-ce que l'Assemblée nationale peut déclencher un référendum? Non, pas sans l'assentiment du Sénat. Là, pour le coup, le Sénat peut bloquer. Qui a le pouvoir de faire un remaniement ministériel pendant une cohabitation? C'est le Premier ministre. Pas le président de la République, c'est le Premier ministre qui peut changer son gouvernement. C'est dangereux un gouvernement passif? Non, c'est pas dangereux, mais ça bloque le pays. Le pays n'avance plus. Alors tu me diras dans aucune direction, donc ça peut en arranger certains, mais ça empêche de mener des grandes réformes. Et des politiques économiques, et des politiques fiscales, et des politiques en matière de services publics. Si le Front populaire passe, à quel point ils seront bloqués par le Sénat? Très très peu. Le Sénat n'a pas le pouvoir de bloquer une majorité à l'Assemblée nationale. Sauf sur les réformes constitutionnelles. Sauf sur les réformes constitutionnelles où le Sénat effectivement peut empêcher l'adoption d'une loi constitutionnelle, puisque le vote conforme des deux chambres est nécessaire. Est-ce que le président peut dissoudre le Sénat? Non. Le Sénat est, pour le coup, très indépendant du président de la République et du gouvernement. C'est une des forces du Sénat d'ailleurs, son indépendance. On ne peut pas le dissoudre. Est-ce que tu penses qu'il y aura de grosses émeutes? Je pense que si le Rassemblement national remporte les élections législatives, il y aura des manifestations importantes. Est-ce que ça virera à l'émeute? Ça, j'en sais rien. Ça, je peux pas te dire. C'est possible. C'est quoi le rôle du Sénat? Pourquoi ça existe? Le Sénat est une chambre parlementaire qui représente les territoires. Il ne représente pas les citoyens directement, il représente les élus locaux, notamment les maires de petites communes. Et le Sénat intervient dans le processus législatif, il contrôle également l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques, comme l'Assemblée nationale. Sauf qu'à la différence de l'Assemblée nationale, vu qu'il n'est pas élu au suffrage universel direct, il n'a pas la main mise sur le gouvernement. À la différence de l'Italie, par exemple. L'Italie, vous devez avoir, un gouvernement doit avoir l'assentiment de l'Assemblée et du Sénat. C'est le bordel. Donc le Sénat fait le même travail que les députés, de travail en commission, d'audition des ministres, d'évaluation des politiques publiques, d'amendement des lois. Pourquoi le Sénat est quasi tout le temps à droite? Parce que les élections sénatoriales sont des élections qui mobilisent les élus locaux, dont une énorme majorité sont des maires de toutes petites communes rurales, des villages. Or, cet électorat-là, on le sait, historiquement, est plutôt un électorat conservateur. C'est pour ça que le Sénat a une déformation politique vers la droite. C'est parce que beaucoup de ces électeurs sont des élus de petites communes. Quel est l'intérêt d'avoir deux chambres au lieu de tout rassembler du coup? Parce qu'on a déjà essayé la chambre unique et ça n'a pas plu. On divise le pouvoir parlementaire de manière à l'amadouer, à le rendre plus docile. C'est pas le bon mot, mais à permettre que le travail législatif soit un travail lent, qui prenne du temps, qui nécessite des argumentations, qu'on puisse pas faire à la va-vite.
que la décision d'une chambre ne puisse pas à elle toute seule engager tout le pays. Il faut nécessairement passer par un processus qui prend le temps de l'aller-retour entre deux chambres. Pourquoi est-ce que dans les villages on vote plus à droite en général? Bah, c'est de l'analyse électorale assez classique dans les territoires, dans les paysages ruraux. On est traditionnellement plus religieux, plus conservateur, moins progressiste. Merci Aloha. Que dans les villes, où historiquement dans les villes on va trouver plus de mouvements ouvriers, de gauche, de progressistes, etc. Et ça pour le coup c'est assez vieux, hein. Pourquoi est-ce que les banlieues votent LFI à presque 50%? Parce que la France Insoumise mise beaucoup sur l'électorat populaire des quartiers populaires dans sa stratégie électorale et dans ses propositions. La France Insoumise est perçue comme un des partis qui est le meilleur rempart contre le racisme, par exemple. Si les législatives sont en proportionnel, est-ce que la gauche s'en sort mieux? Bah non, ça dépend du paysage politique, ça dépend de la proportion. Aujourd'hui, la proportionnelle, ce serait plutôt le RN qui serait avec une majorité relative. Donc, des risques que l'armée fasse dissidence? Non. On n'est plus au 19e siècle, où t'avais la conscription, où t'avais des bataillons qui se rebellaient, etc. Je me demande si les Waffen-SS qui ont créé le RN étaient antisémites. C'est con. Un président peut dissoudre combien de fois l'Assemblée nationale? Autant de fois qu'il veut, il est obligé de respecter un délai d'1 an entre deux dissolutions. Que le Front Populaire passe ou le RN, ça va être le bordel? Non. Bah, enfin, ça dépend de quel point de vue. Ça dépend ce que t'appelles le bordel. LFI est-elle à considérer de gauche ou d'extrême gauche? LFI s'inscrit dans le paysage historique de la gauche française, pas de l'extrême gauche française. Que se passe-t-il concrètement si aucun groupe ou coalition n'obtient de majorité? Comment est alors choisi le Premier ministre? Bah, il est choisi par le président de la République, qui choisit un technocrate. LFI égale extrême gauche. Non, non, la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je peux vous le réexpliquer si vous le souhaitez. L'extrême gauche, LFI c'est clairement l'extrême gauche. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'extrême gauche en France, elle existe déjà. Elle a une histoire. Elle a des représentants et elle a des organisations. L'extrême gauche en France s'inscrit dans l'histoire du communisme révolutionnaire. Ça existe depuis très longtemps. Vous retrouverez là-dedans le NPA, Lutte ouvrière, le POI, Révolution permanente, les anarchistes.
Tout ça est une grande nébuleuse. Il y a beaucoup d'organisations différentes, il y a beaucoup d'opinions différentes aussi. Mais tout ça s'inscrit dans l'extrême gauche, et ce qui les réunit dans l'extrême gauche, c'est leur volonté révolutionnaire. La France insoumise n'est pas un parti révolutionnaire, un parti réformiste. C'est un parti qui s'inscrit dans la République. L'extrême gauche ne s'inscrit pas dans la République. L'extrême gauche, elle veut l'abolition de la République. Ni le PCF. Le PCF, pareil, le PCF n'est pas un parti d'extrême gauche. L'extrême gauche déteste le PCF. Mais Macron, il a dit que... Oui, mais Macron, il a besoin de créer un épouvantail à gauche pour justifier la position, sa position, comme une position centrale et mesurée. Donc il a besoin, face à l'épouvantail de l'extrême droite, d'agiter l'épouvantail d'une extrême gauche. Mais la France insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Macron, il est pas bête, Emmanuel Macron. Il sait très bien ce qu'il fait. Il fait de la politique. Il fabrique une argumentation. Les trotskistes, c'est l'extrême gauche ou les communistes. Le trotskisme, c'est d'extrême gauche. Par opposition au communisme, qui a fait alliance avec les socialistes, à plusieurs reprises, à l'époque du Front Populaire, en 1936. Par exemple, en 1972, avec le programme commun, en 1981, en 1997. En 2012, je crois. Et l'histoire de l'extrême droite, c'est quoi? L'extrême droite inscrit son histoire dans la réaction, qui est donc l'inverse de la révolution. L'extrême droite est née au moment de la Révolution française, et elle rassemblait l'ensemble des représentants des organisations, quelles qu'elles soient, qui souhaitaient le retour du roi sur le trône et l'effacement des acquis de la Révolution. Et pendant tout le 19e siècle, l'extrême droite se manifestait chez les monarchistes les plus ultras. Alors, le 19e siècle a eu une histoire très longue et très difficile où la droite a muté, évolué, il y a eu plusieurs empires, il y a eu plusieurs restaurations, il y a eu plusieurs rois, il y a eu plusieurs républiques, il y a eu plusieurs révolutions. Il s'est passé plein de trucs, mais l'extrême droite s'est forgée dans une opposition assez radicale à la République. Puis, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et au cours de la première moitié du 20e siècle, l'extrême droite a muté, a évolué, s'est petit à petit détaché du monarchisme classico-classique pour se diriger vers des conceptions beaucoup plus ethno-raciales, antisémites, radicalement opposées au protestantisme, radicalement opposées aux étrangers, ce qu'on appelait les métèques à l'époque, et opposées aux francs-maçons aussi. C'est les 4 États confédérés de Charles Maurras, qui était l'un des plus grands penseurs de l'extrême droite d'avant-guerre. Et d'entre-deux-guerres aussi. Et puis, au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite a gouverné le pays par la voix de Philippe Pétain, qui a mis en place une politique de collaboration avec le nazisme et qui a participé à l'organisation de la déportation de juifs, de tziganes, d'homosexuels, d'opposants politiques, divers et variés. Et dans la deuxième partie du XXe siècle, l'extrême droite a continué à muter et à évoluer. Elle était divisée en plein de petites chapelles différentes les unes des autres. Mais on y retrouvait les nostalgiques de la collaboration. Les gens qui étaient proches de la collaboration avec le nazisme, les gens qui étaient proches de la milice, qui étaient pour certains d'anciens militaires de la Waffen-SS, qui ont fait partie des derniers bataillons à défendre Berlin et Adolf Hitler contre l'armée rouge. Notamment la division Charlemagne, qui s'appelait comme ça parce elle était composée de Français. C'était les Français SS. Et quand ils sont rentrés en France après avoir perdu la bataille de Berlin, ils ont créé le Front National dans les années 70, qui a été créé par des collaborationnistes, des miliciens, d'anciens Waffen-SS, des membres d'Ordre Nouveau, qui était la grande organisation d'extrême droite de ces années-là, et plein d'autres personnes. Et l'extrême droite, à partir des années 70, et sous l'œuvre notamment de son leader Jean-Marie Le Pen,
a là aussi évolué et s'est essentiellement dirigé vers l'immigration. C'est devenu le thème central de campagne du Rassemblement national pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. C'était la lutte contre l'immigration. Tout en gardant les aspects antisémites classiques, homophobes évidemment, conservateurs radicaux, pour ne pas dire réactionnaires, qui s'opposaient à tous les gouvernements en place. Puis à partir du début du XXIe siècle, est arrivée à la tête de cette formation politique Marine Le Pen, qui a décidé de mettre en œuvre une stratégie de politique dite de dédiabolisation, en lissant considérablement le discours, en lissant les visages et les costumes, et en cherchant à remporter les élections, d'abord présidentielles, puis législatives. Voilà à grands traits l'histoire de ce qu'on appelle en France l'extrême droite, dans laquelle on retrouve beaucoup de mouvements différents, les nationalistes révolutionnaires que vous avez vu défiler à Paris il y a quelques semaines, les partis politiques comme Reconquête ou le Rassemblement national, des associations et des organisations royalistes parce qu'elles existent encore. Donc il y a encore les Camelots du Roi de la... Comment il s'appelle? Ah putain. Les royalistes là. L'Action française, merci. L'Action française, il existe toujours, l'Action française. Ils ont des journaux, ils ont des médias, notamment les médias qui appartiennent au capitaine d'industrie Vincent Bolloré, qui dirige un certain nombre de médias, comme par exemple des maisons d'édition, des chaînes de télévision et des antennes de radio, notamment Europe 1, C8, CNews, et plusieurs maisons d'édition, qui inscrivent leurs programmes et leurs discours dans les pas de l'extrême droite française. L'extrême droite française du XXIe siècle, qui est héritière de toute cette histoire que je vous ai racontée. Valeurs actuelles, effectivement. Mais il y a aussi Minute, qui existe toujours. Minute, c'est quoi? Minute, c'est un journal d'extrême droite historique. C'est un journal. Pourquoi on n'interdit pas l'extrême droite? Parce qu'on ne peut pas interdire un mouvement politique en tant que tel. En revanche, et la loi française l'interdit, tu peux interdire l'expression de propos antisémites, racistes, discriminatoires, pour le dire vite. En l'occurrence, le Rassemblement national a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et pour discrimination. Ça existe depuis une minute? Ah ouais, ça a disparu? Je croyais que ça existait toujours. Ok, ok. Non mais très bien, c'est très bien, 6 minutes n'existe plus, je suis très content. Hein. Si, si, ils ont un site internet. Non mais n'allez pas sur ce site. Non, non, vous mettez pas ça dans votre historique de navigation. T'es pas abonné? Non? Pourquoi on peut parler de grand remplacement? C'est condamnable, du coup, non. Je n'ai pas connaissance d'une décision de justice condamnant l'utilisation de la notion de grand remplacement. Donc il semblerait que ça ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est le JDD, le nouveau nom de Minute.
De toutes les façons, le RN joue avec les limites depuis des années. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, oui, bien sûr. C'est quoi l'histoire des Républicains? Les Républicains, ils sont issus du gaullisme, de l'UDR. Euh, ce sont les héritiers du gaullisme de la Ve République, grands défenseurs du scrutin majoritaire, de droite conservatrice, qui ont, en fonction des époques, été plus ou moins libéraux, toujours européens, encore qu'ils étaient divisés sur cette question en 92 au moment du traité de Maastricht. Mais ils sont issus, ouais, ils sont issus de l'UMP qui elle-même est issue du RPR, qui étaient les grands partis historiques de la droite française. Hmm. Pétain n'était pas un héros de la Première Guerre mondiale, pourquoi ce revirement? Pétain était tout à fait un héros de la Première Guerre mondiale, il était le vainqueur de la bataille de Verdun, ce qui lui a valu d'être élevé au rang de maréchal de France. Vous savez que le maréchalat, c'est la plus haute dignité militaire possible, civile et militaire. C'est très rare. D'ailleurs, en ce moment, il n'y a pas de maréchaux en France. Hein, personne n'a été élevé à la dignité de maréchal. Parce qu'il faut avoir remporté des victoires pour la France à la guerre. Philippe Pétain était extrêmement célèbre entre les deux guerres. Il faisait une tournée de France, il allait rencontrer plein de gens, etc. Il avait sa gloire qui était absolument immense. Et au moment de la débâcle de 1940, quand l'armée française a été défaite par les nazis, il a été appelé au pouvoir. Où on s'est dit, on va mettre le vieux, parce qu'il était quand même sacrément vieux, on va mettre le vieux con, ça créera de l'unité française autour de la figure adorée du maréchal, et on pourra le manipuler. Voilà comment Philippe Pétain se retrouve au pouvoir, et au lieu de ne rien foutre, il décide de gouverner et de mettre en place un certain nombre de mesures, notamment la collaboration avec l'Allemagne nazie, et de nommer Pierre Laval Premier ministre, et d'organiser le statut des Juifs, hein, de faire passer des lois pour persécuter les Juifs euh, dans la France libre. Philippe Pétain sera ensuite traduit devant un procès en 1944, à la Libération. Un grand procès de Philippe Pétain, au cours duquel il va déployer une stratégie de défense que vous avez peut-être entendue parce que les pétainistes continuent à l'utiliser, cette stratégie de défense, qui consiste à dire j'ai protégé les Français pendant que De Gaulle préparait le débarquement. C'est la stratégie du glaive et du bouclier. Comme ça qu'on a appelé cette stratégie, où Philippe Pétain a essayé de faire croire aux juges qu'il a protégé les Français en attendant la libération qui ne saurait tarder, etc. Ça n'a pas, évidemment, ça n'a pas séduit. Ça n'a pas séduit les juges. Philippe Pétain a été condamné à mort pour ce qu'il a fait. Il a été gracié par le général de Gaulle. Et il a purgé sa peine sur l'île Dieu, dans un fort militaire, où il est mort. Zemmour ressort ça. Exactement, en fait, cette stratégie des pétainistes, en fait, elle a continué à exister dans l'extrême droite. L'idée que Philippe Pétain a essayé de protéger les gens, Philippe Pétain a fait ce qu'il a pu, Philippe Pétain machin. Et en fait, c'était son avocat, l'avocat de Philippe Pétain, qui a considérablement œuvré à diffuser cette théorie pendant des décennies après sa mort. Pétain était déjà anti-républicain avant les secondes. Avant la Seconde Guerre mondiale, tu veux dire? Oui, non, mais Pétain était un catholique conservateur, foncièrement anti-maçonnique, détestait les francs-maçons. Il les jugeait responsables de l'empêchement de son avancement de carrière quand il était jeune, au moment du scandale des fiches. Il détestait les juifs.
et il aimait pas le parlementarisme. Il aimait pas les politiques. C'était un connard, Philippe Pétain. Il n'a pas été gracié, sa peine a été commuée en prison à vie. Oui, c'est vrai, pardon, oui. En tout cas, il n'a pas écopé de la peine de mort, il n'a pas été abattu. Euh, il a purgé sa peine de réclusion, effectivement, à Lisieux. Sa condamnation a été commuée, effectivement. Engagé, attention, c'est un peu radical. Il n'a pas été abattu, contrairement à Laval. Laval, lui, a été fusillé. Le Premier ministre de Philippe Pétain a été fusillé. Il avait personnellement signé les ordres de déportation des enfants. Les grandes heures de l'histoire de France. Ah, puis même Pierre Laval, il avait, en 1944, pendant que les troupes de libération libéraient l'Europe, Laval, il a déclaré dans une allocution à la radio, il a déclaré « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Pendant que tu avais les forces françaises libres, les Manouchians, etc., qui étaient en train de se battre. C'est incroyable. Ce n'est pas une belle personne. Ce n'est pas une belle personne. Pourquoi je parlais de Pétain, là? C'était quoi la question dans le chat? Je sais plus. Pourquoi Bardella n'a pas créé de nouveau parti pour ne pas se droitiser, pour ne pas se coltiner l'histoire du FN? Bah, c'est ce qu'ils ont fait en créant le Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'est une tentative de Marine Le Pen d'aller justement dans le sens de ce que je vous expliquais, la dédiabolisation du Front National, en créant un nouveau parti qui ne fait pas front, mais qui fait rassemblement. C'est quand même plus doux, c'est plus sympa, etc. Mais vous savez, j'ai appris ça récemment, c'est un journaliste qui expliquait ça. Le Rassemblement National continue à numéroter ses congrès dans la lignée du Front National. Ils font un congrès tous les 2 ans, 3 ans, je sais pas exactement, je sais pas comment fonctionne le parti, mais ils font un congrès. Et ils continuent à numéroter les congrès en commençant à compter en 1972, dans ces années-là, là, au moment de la création du Front National. Ils sont complètement dans la filiation du FN. Mais d'ailleurs, ils le disent, hein. Ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils sont dans la lignée du Front National, mais qu'ils ont évolué, changé, etc. Le RN est-il anti-républicain? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le RN est anti-républicain? Ça dépend ce que tu appelles le républicanisme. Si c'est respecter la loi, respecter les formes du jeu républicain, le RN s'inscrit dans le champ républicain. C'est un parti légal, c'est un parti légaliste, respecte la loi, etc. Machin. Mais le républicanisme, on peut aussi en discuter d'un point de vue des valeurs. On peut aussi discuter de ce que ça veut dire que d'être républicain, d'avoir des valeurs du républicanisme. L'histoire de la République, c'est une histoire qui est faite de tentations de liberté, d'égalité, de tirer vers l'égalité. La conception même du peuple français, elle est discutée par le Rassemblement national qui considère qu'un étranger, qu'un immigré n'est pas un vrai Français, n'est pas un bon Français. Là où l'histoire de la nation française construite par les républicains tout au long du 19e siècle et dès la Révolution française, c'est une construction politique.
On est français quand on adhère à un projet. C'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'origine, c'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de... Donc, le RN est-il un parti républicain? C'est une question que je vous invite à vous poser d'un point de vue pas seulement purement légal, ils sont bien déclarés en préfecture, ils ont un numéro de déclaration, etc. Civilisation judéo-chrétienne. Ouais, ils adorent ça, civilisation judéo-chrétienne. Dans un pays laïque. Mais plus qu'un pays laïque. Enfin... C'est sûr, ils sont pas matérialistes. Hein. Mais... Ils ont une conception ethno-culturelle de la nationalité. Pays des droits de l'homme et des lumières. Bah ouais, bah parlons-en. Euh... Des lumières, certes, mais pas à tous les étages. Ah bah, elles clignotent parfois les lumières françaises. Euh... Pourquoi ne parle-t-on pas jamais de la majorité silencieuse, celle qui, les trois partis en lice, paraissent être des gros tarés? Parce qu'ils s'abstiennent. Des idées sur où se renseigner sur l'activité parlementaire de nos députés, autres que nosdéputés.fr. Le site internet de l'Assemblée nationale, il est assez bien fait. Euh... Est-ce que l'un des problèmes de notre politique, c'est pas que l'ARCOM n'en fout pas une? L'ARCOM, ils ont des injonctions contradictoires, donc ils font un peu ce qu'ils peuvent. Mais ils ont surtout pas assez de pouvoir, semble-t-il. Est-ce que tu comptes reprendre les QAG après ce bordel? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je verrai. Je verrai comment je le sens. Si c'est vraiment intéressant, oui. Si c'est chiant... Qu'est-ce qui a permis à Braun-Pivet de déclarer que la France insoumise est sortie du champ républicain? Elle dit ce qu'elle veut. Yael Braun-Pivet, elle est présidente de l'Assemblée nationale. Elle a le droit d'avoir des opinions politiques et d'avoir des points de vue sur le paysage politique. Voilà. Elle est comme Emmanuel Macron, elle souhaite une majorité Renaissance. Elle était, vous avez raison, elle n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Elle a été dissoute. Mais elle a le droit de considérer que la France insoumise est sortie du champ républicain. Et on a complètement le droit de ne pas être d'accord avec elle. De la même manière que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron dans sa manière de qualifier les différents camps politiques. C'est factuellement faux. Non, c'est un point de vue. C'est ni vrai ni faux, c'est un point de vue. C'est le sien. Comme on a le droit de donner à Backseat. Comme vous avez le droit de donner à la formidable émission Backseat. Je vous rappelle, bonne nouvelle, que grâce à votre participation au financement de Backseat, nous allons pouvoir faire une émission qui aura lieu le 27 juin prochain. Le jeudi 27 juin prochain, il y aura donc une émission Backseat. On sera à 3 jours du premier tour des élections législatives. Et on espère très fort, grâce à votre argent, merci d'avance pour vos dons, on espère faire une deuxième émission après le second tour pour débriefer les élections législatives et la nouvelle Assemblée nationale élue. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et merci aussi aux personnes qui s'abonnent. Merci Lusky. Merci à tous les abonnés. Merci si vous avez un Prime qui traîne, lâchez-le, c'est le moment, on est au bon endroit.
C'est bon, j'arrête de faire de la pub. Un point de vue qui manque d'honnêteté intellectuelle, surtout quand les électeurs de gauche ont voté Macron 2 fois pour faire barrage au RN. Tu as parfaitement le droit de le penser. Tout à fait. Merci Aloha pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. Ça aurait été mieux de prioriser une émission à l'entre-deux tours, une émission après le second tour. Ah non mais ça personne ne sera jamais d'accord de toute façon. Le 7 juillet c'est mon anniv. J'espère que ce sera pas une mauvaise journée. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci pour vos abonnements. Hein. Merci beaucoup pour votre soutien les copains. Merci, merci. Je reçois quand ma carte Club Backseat, j'en ai besoin pour me la péter. Si tu l'as pas encore reçue, envoie un mail. Attention, on parle d'abonnement KissKissBankBank, pas Twitch. Non, mais moi je remercie les gens qui s'abonnent sur Twitch, mais je remercie aussi les personnes qui prennent un abonnement sur KissKissBankBank pour soutenir Backseat. Elle est très bien cette carte Club Backseat, elle est parfaite pour préparer les raids. Les rails de... T'es con. Que se passe-t-il si aux législatives un candidat fait plus de 50% au premier tour? Félicitations à lui, il est élu député. Fin. Il n'y a pas de second tour dans sa circonscription. C'est une élection, hein. Le but du jeu, c'est de faire... d'avoir une majorité absolue. Si t'arrives à l'avoir dès le premier tour, bravo. C'est rare. Oh, il y en a quelques-uns quand même chaque fois qui sont élus dès le premier tour. « 50% des inscrits? Non, 50% des suffrages exprimés. 50% des votants. Comment se fait-il que les partis révolutionnaires soient acceptés par la République? Quelle est la justification? La liberté d'expression? Heureusement qu'il faut pas... C'est le principe de la démocratie que d'accepter aussi la contestation de la démocratie. Donc... Suffrage exprimé et votant, c'est pas pareil, on est d'accord. Si, c'est la même chose. Dans quel cas il peut y avoir des triangulaires? Il peut y avoir des triangulaires si 3 candidats récoltent plus de 12,5% des inscrits et décident de se maintenir au second tour. Auquel cas, un second tour est organisé entre 3 candidats. Ce qu'on appelle une triangulaire. Est-ce que les hauts fonctionnaires ont le droit de donner leur opinion sur le vote? Les hauts fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires, ont un devoir de réserve dans l'expression de leurs opinions politiques, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais le reste du temps, c'est des citoyens comme les autres. Comment ils accèdent au second tour des législatives? Pour accéder au second tour d'une élection législative, vous devez réunir plus de 12,5% des inscrits au premier tour. Sauf si une seule liste a réuni plus de 12,5% des inscrits, auquel cas on organise un second tour entre les deux listes arrivées en tête. Pareil, si vous êtes dans une situation où aucune
Aucun candidat n'a réuni 12,5% des inscrits au premier tour. On fait quand même un second tour entre les deux arrivés en tête. Est-ce que le vote blanc est reconnu aux législatives? Non. Le vote blanc est compté, mais il n'est pas comptabilisé, comme on dit. On compte les bulletins blancs et nuls, mais on ne tient pas compte du total de bulletins blancs et nuls dans le calcul des résultats. Salut Arty. Bardella serait-il toujours eurodéputé si nommé Premier ministre? Non, il devrait démissionner, je pense, du Parlement européen. Est-ce que Hollande veut devenir Premier ministre? Je pense pas, non. Pourquoi aucun parti ne propose la légalisation du cannabis? C'est proposé par les écolos. Les insoumis, je suis pas sûr, je crois. Les communistes. Le NPA. Les communistes, c'est sûr, j'ai un doute. Je suis pas sûr. Pourquoi tous les partis de gauche ou écolos sont systématiquement anti-nucléaires? Ce n'est pas vrai. À gauche, les partis anti-nucléaires sont la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. Les communistes et les socialistes, eux, sont pro-nucléaires. Ils l'ont toujours été. Un ancien président devenir député, c'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé. Valéry Giscard d'Estaing a été député dans les années 80. Ouais. À LFI, c'est débattable. Ah bah, j'en tiens pour preuve les déclarations du candidat Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2012, 2017, 2022. Où il avait quand même été assez clair à chacune de ses élections dans ses prises de parole sur le sujet. Y compris quand je l'ai interrogé à ce sujet. Hmm. Les amis, il est 20h. Il est 20h déjà. Terrible. J'ai commencé il y a 2 heures. Moi je dis c'est bon. Moi je dis c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier d'être venu sur le stream. C'était cool de discuter avec toi. Tu dois être crevé. Non, non, ça va, ça va. En vrai, je suis content. J'aime bien discuter avec vous. Je pense que je refais un stream demain. Ça vous a plu? On refait pareil demain? On discute? Euh, Change tes mousses. Les mousses là, là? Mais non, elles sont très bien. Tu m'emmerdes.
Ouais, je vous fais des bisous les copains. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était chouette. Merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien à Backseat. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.